Murdoch! Terence Meyers, que nous vaut l'honneur de cette nouvelle visite. Taft vient à Toronto aujourd'hui. Le président des États-Unis. Ce n'est pas une visite officielle, il ne fait que passer avant de se rendre au Québec. Le Premier ministre a choisi notre poste pour assurer la sécurité. Parce qu'il nous fait entièrement confiance. Non, c'est parce que vous êtes le poste le plus près de l'endroit où Taft doit arriver. Il descend à la gare de la Donne? À côté des abattoirs? Les Américains y tenaient absolument. Ils ont choisi le pire quartier de Toronto dans l'unique but d'humilier le Premier ministre. Et je vois. Bon, je vous ai dressé l'itinéraire, messieurs. Prenez le temps de vous familiariser avec. Vous nous quittez? Oui, un problème survenu avec le projet Akushi. Pourquoi Akushi? Oh, pardon, sécurité nationale. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Le dernier projet s'appelait Zèbre. Là, on est revenu à A. Donc... Et merci. Une mort suspecte au bureau du télégraphe. Celui qui fait l'angle? Hein? L'alphabet. C'est très malin, ça me plaît. Qu'avons-nous, Henri? Une victime non identifiée. Il s'est effondré alors qu'il était au téléphone. Et en quoi cette mort est-elle suspecte? La vitre aurait volé en éclats au moment même où il s'est effondré. Plus curieux que suspect, j'imagine. J'étais là quand c'est arrivé. J'ai pensé qu'on l'avait abattu. Madame Hart? Du sang s'est écoulé du nez et des oreilles, mais il n'y a aucune blessure apparente. Merci. Et selon vous, qu'est-ce qui aurait pu causer ça? Un coup violent porté à la tête. Mais il n'y a aucun signe de traumatisme. C'est la première fois que Je vois. En effet, c'est curieux. J'ai regardé partout. Je n'ai trouvé ni briques ni pierres. C'est impossible. Les vitres ne se brisent pas toutes seules. Si un projectile a été lancé, il a disparu. Henri, à quelle heure cet homme s'est-il effondré? À 10h15. J'aimerais que vous restiez avec nous jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux. Nous avons une patiente de plus. Madame Donegan. Elle a des vertiges et la migraine, et selon ses mots, des papillons dans le ventre. Combien de femmes avons-nous déjà vues? 5, enfin 6, si l'on compte la femme qui voyait des anges flotter au-dessus d'elle. C'est très étrange. Seul le quartier Est est affecté par ce syndrome. Le quartier Est? Ces femmes vivent toutes là-bas, à l'exception de Madame Follows qui habite vers Church. La cause serait environnementale? Il y aurait une toxine dans cette zone? Combien de femmes sont là? Oh, il ne reste que Madame Donegan et Madame O'Connor. Demandez-leur précisément où elles étaient quand leurs symptômes se sont manifestés et contactez les autres femmes. Je veux trouver d'où c'est parti. D'accord. Son nez et ses oreilles ont saigné? Oui, monsieur. Ce serait dû à un traumatisme violent. Pourtant, il n'a pas été attaqué au bureau du télégraphe. On l'aurait agressé avant? Les témoins ont déclaré que la vitre du fond avait volé en éclats au moment précis de sa mort. Une coïncidence? C'est également ce que je pensais avant de trouver ceci dans sa poche. 10h15, numéro 8. L'heure et l'endroit précis de sa mort. Je n'ai jamais rien vu de tel. Ses intestins ont explosé et ses poumons se sont affaissés. Mais il n'a aucune blessure apparente. Ce n'est pas le plus étrange. Il aurait été impossible pour lui d'entrer dans le bureau dans cet état-là. Il n'aurait pas pu marcher ou respirer. Il a pourtant été vu en pleine forme juste avant de s'effondrer. Sa mort s'est bien produite là-bas, mais j'ignore encore comment. Madame Darby vit dans Monroe Street, sur l'autre rive. Elle est partie de chez elle à 9h30 pour se rendre à pied à son travail à la maison de la Providence. Qui reste-t-il? Madame Ball. Qu'avait-elle déjà? Des pensées troublantes et des maux de ventre. Ah oui, elle croyait avoir un fantôme en elle. Où est-elle allée? Ah, elle vit à l'angle de Parliament et Sydenham. Et elle devait rendre visite à une amie à l'hôpital général de Toronto, mais elle s'est arrêtée acheter des fleurs sur Queen Street chez Hannigan. C'est là qu'elle a commencé à se sentir mal.
On a notre point de départ. Toutes ces femmes ont commencé et terminé leur trajet à des endroits différents, mais elles sont toutes passées par cette intersection. Henri, Merci. vous avez réussi à interroger tout le monde? Oui, enfin, tous ceux que j'ai pu retrouver. C'est déjà ça. Bien. Commençons par tous ceux qui ont croisé notre inconnu avant qu'il ne trépasse. Alors, nous avons... William? Et qu'est-ce que tu fais ici? Julia? Mais qu'est-ce que toi tu fais ici? Tu ne devais pas passer la journée au dispensaire? Eh bien, si, mais vois-tu, je me retrouve à jouer les enquêtrices ce matin. J'ai découvert un syndrome des plus étranges, qui se manifeste par des symptômes physiques et psychologiques, spirituels pour être exact. Spirituel? Oui, mes patientes ont déclaré avoir vu des fantômes et des anges, et elles sont toutes passées par cette intersection au même moment. C'était à quelle heure? Oh, à peu près 10 heures, mais je n'ai pas d'horaire précis. Et est-ce que certaines se sont arrêtées dans ce bureau du télégraphe par hasard? Je ne crois pas. Pourquoi? Un homme est mort à l'intérieur, à 10h15 ce matin. Il a subi un traumatisme interne violent et maintenant, eh bien tu me dis que... Henri, parmi les personnes interrogées, est-ce que certaines ont ressenti... Quels sont les symptômes? Des migraines, des troubles digestifs et des apparitions. Vous voulez dire des fantômes? Ou des anges. Je n'ai pas d'ange, mais j'ai des fantômes. Un certain Clément Brague dit avoir senti le fantôme de notre inconnu le traverser quand il est mort. Mais, à mon avis, il avait... Ouais, quelqu'un d'autre? Oui, Madame Jarvis dit qu'elle a voulu aider notre inconnu, mais elle a senti que la main de Dieu la retenait. Oh, ça c'est très étrange. Ah, et enfin, une des opératrices dit qu'elle a vu un accouchi, mais de toute évidence, elle est toquée. J'aimerais lui parler. Ce n'était rien. J'ai seulement eu une de mes crises, c'est tout. Une crise, vous dites? Ce ne sont pas vraiment des attaques. Je ne vais pas me retrouver à convulser par terre. Oh, vous souffrez d'absence épileptique. Ça ne se produit pas souvent. Je les sens toujours arriver. Il me vient des idées folles, mais je ne me comporte jamais comme une folle. D'accord. Vous avez dit avoir vu un accouchi. Oui, juste avant mon absence. Il s'est envolé. Il a volé? Ce n'est pas ce que font les oiseaux. Merci, Madame Clark. C'est fascinant. Si tu veux mon avis, sa crise a été déclenchée par le même événement qui a affecté mes patientes et ton inconnu. Elle ignore à quoi ressemble un accouchi. Je ne suis pas sûre de le savoir moi-même. Comment aurait-elle pu en voir un? Eh bien, certains types d'épilepsie peuvent causer des hallucinations et des visions. Mais serait-il possible qu'elle ait entendu quelqu'un prononcer le mot accouchi? Oui, c'est possible, pourquoi? Parce que c'est le nom d'une mission secrète du gouvernement. Tu ne trouves pas étrange que le mot accouchi ressorte 2 fois en une journée? Inspecteur, est-ce que Calvert Weston est arrivé? Qui? L'attaché des États-Unis. Il ressemble à quoi? S'il était là, vous le sauriez. Puis-je vous aider, monsieur? Non. Et il est là. Monsieur Weston, bienvenue à Toronto. L'inspecteur en chef Brackenreed. Vous avez eu mon télégramme? Oui, nous pouvons discuter de vos requêtes. Ce sont des exigences, pas des requêtes. Nous faisons de notre mieux pour y satisfaire. D'autant plus vu le délai imparti. Peut-être vaudrait-il mieux que je clarifie notre position. Cette rencontre a été demandée par votre Premier ministre et sert les intérêts du Canada. Ah. Le président Taft y a consenti par politesse et parce qu'il est déjà présent dans le pays pour des raisons personnelles. Nous en sommes conscients. Cette visite n'a aucun caractère officiel et aucun engagement ne sera pris. Et vous n'êtes pas sans savoir que c'est la première visite du président à l'étranger depuis le Mexique et nous ne voulons pas répéter ce qui s'y est passé. Bien sûr, sa sécurité est notre priorité. C'est pourquoi j'aurai la responsabilité de ceux qui me seconderont, c'est-à-dire vous et tous les employés de ce poste. Attendez une seconde. C'est noté. Cette visite se déroulera dans le plus grand secret. Pas de journalistes, pas de photographes. Le président n'aura de contact physique avec personne, hormis votre Premier ministre, qui aura droit à une seule poignée de main à l'arrivée et au départ. Au moindre manquement, cette visite sera écourtée. Vous comprenez et acceptez tous ces termes? Oui, tout à fait. C'est très clair. Oui. Le train du président arrive dans 1h50. Mettons-nous au travail.
Et il faut qu'on parle. Pas maintenant, Murdoch. C'est en rapport avec votre projet Akushi. Allez-y sans moi. Vous voulez que je le suive? Oui. Désolé. Je vous prie de m'excuser. Que savez-vous? Un homme est mort. D'autres sont tombés malades. Ce n'est pas censé être létal. Bon, cet automne, plusieurs employés de nos bureaux à Toronto ont commencé à se sentir mal à diverses reprises. Mais ça se calmait assez rapidement. Nous avons vite accusé les Belges. Les Belges? Oui, leur consulat est de l'autre côté de la rue. Et vous vous méfiez d'eux? Qui ne le ferait pas? Vous pensez que les Belges ont créé une sorte d'arme secrète? On le croyait, mais nous avions tort. Ces attaques se sont avérées être le résultat d'une pompe de vidange qui s'était dévissée dans le sous-sol du bâtiment. Et les vibrations avaient traversé tout le bâtiment? C'est exact. Une fois que la pompe a été rattachée, le problème a cessé, mais ça nous a fait réfléchir. Et si nous en faisions une arme? Quelle bonne idée. On a tout de suite pensé à l'utiliser pour contrôler la foule, mais il y avait d'autres applications possibles. Comme le meurtre. On irait beaucoup plus vite si vous me laissiez parler, Murdoch. Nous avons embauché un scientifique allemand du nom de Klaus Meissner pour créer l'appareil. Et quelle fréquence utilise-t-il? Entre 10 et 20 cycles par seconde, 13 étant le réglage par défaut. Donc trop bas pour l'oreille humaine. Oui, c'était une heureuse coïncidence que la fréquence produisant le plus d'effets se soit aussi avérée indétectable. Et quels sont ces effets? De l'inconfort, des nausées, aussi des migraines. Ça correspond à ce qu'ont ressenti mes patientes. Je l'ai testé moi-même. C'est clairement déplaisant, mais en aucun cas mortel. Pourtant, un homme est décédé. Et les circonstances de sa mort semblent étroitement liées à ce projet Akushi. Je dois vous faire part d'autre chose. Ces appareils ont été volés. Vraisemblablement par Meissner. Nous pensons également qu'il est responsable de ce meurtre. Eh bien, je vous souhaite bon courage. Je dois retourner au dispensaire. Oh, tu ne restes pas? Mon mystère est résolu, le tien est loin de l'être. Si on commençait par notre inconnu. Très juste. Oh. Vous connaissez cet homme? En effet, oui. Il s'agit de Klaus Meissner. Pour quelle raison pensiez-vous que Meissner était derrière tout ça? Il commençait à émettre des doutes. Il voulait qu'on annule le programme et qu'on détruise les émetteurs. Pourquoi? Croyez-moi, Murdoch, si je le savais, je vous le dirais. Où travaillait-il? Je vais vous montrer. Nous sommes au dernier étage? Oui. L'étage du dessous doit être libéré et verrouillé. Personne ne doit entrer. Mes hommes y veilleront. Non, je n'ai pas confiance en leurs compétences. Vos hommes, eux, patrouilleront dans les environs. J'en veux 2 sur le toit et 2 par cage d'escalier. Armés, évidemment. Qu'ils prennent des fusils. Ils rateront moins leur cible. Envoyez-moi 10 hommes, j'en choisirai 6. On prendra cette chaise. Le dossier est plus adapté. Le président a mal au dos. Où est le téléphone? Nous attendons un appel de la première dame. Qui? La femme du président. L'appel sera reçu à 17h. Assurez-vous auprès de la réception que la ligne sera libre. À quelle heure Meissner est décédé? À 10h15. Pourquoi? Ah, je suis passé à 11h pour le voir. J'avais coincé ça dans la porte. Quelqu'un d'autre est venu. Il est peut-être encore là. Vous, là-bas! Tournez-vous et mettez les mains en l'air. Alexander Graham Bell. Inspecteur Murdoch, quelle bonne surprise. Et je ne crois pas avoir fait votre connaissance. Monsieur Bell, voici Terence May. Il n'a pas à savoir mon nom. Que faites-vous ici, monsieur Bell? Je suis venu à la demande de Klaus Meissner. Et dans quel but?
Oh, eh bien, il voulait utiliser un instrument que j'ai construit pour mesurer les vibrations infrasonores. Pourriez-vous me dire de quoi il retourne? Nous sommes convaincus qu'un émetteur d'ondes infrasonores, fabriqué par Klaus Meissner, a servi à le tuer. Ça reste une hypothèse pour l'instant. Klaus est décédé? Bonté divine. Je lui ai parlé pas plus tard que ce matin. Il devait me retrouver ici à midi. Est-ce l'émetteur en question? Tout à fait. Et malheureusement, c'est le seul qui soit encore en notre possession. Messieurs, aimeriez-vous une démonstration? Avec plaisir. Ah. Je vous conseille de vous éloigner de 3 mètres ou vous aurez la pire migraine de votre vie. Oh. Vous êtes prêts? Oui. Oh. Ça me suffira, merci. Je dois vous avouer que j'ai dû faire un effort pour garder le contrôle de certains muscles que je ne me permets d'utiliser qu'une fois par jour. C'est un des symptômes. Certains agents n'ont pas pu se retenir. Donc, comme vous le voyez, c'est un instrument très efficace, mais même d'aussi près, les ondes émises ne sont pas fatales. Certes, mais Klaus Meissner en est mort. Et si plusieurs machines avaient été utilisées? Eh bien, leurs ondes auraient sûrement créé des interférences, et les effets auraient été annulés. Pas si elles s'étaient rejointes au pic de leur amplitude. Au pic? C'est de ça. quoi? Bien, si les émetteurs étaient équidistants et avaient été allumés synchroniquement, le pic de chaque onde aurait convergé en un même point. L'amplitude de chaque onde aurait été de fait additionnée. Donc, imaginons que 10 émetteurs soient disposés de façon précise. L'amplitude produite serait 10 fois plus grande au point de convergence. Oui, mais il faut garder en tête que l'intensité est inversement proportionnelle au carré de la distance. Évidemment. Dites-moi, et combien de machines ont disparu exactement? 78. 78? Oh, voilà qui devrait suffire à tuer un homme. Et c'est tout. Un seul véhicule. Nous avons été informés que seul le président et son chauffeur voyageraient depuis la gare. À découvert et sans protection. Je veux 3 voitures, une devant et une derrière, et il n'y aura pas d'arrêt sur le trajet de la gare à l'hôtel Dominion. Ce sont bien les notes de Meissner sur les émetteurs. Il semblerait qu'il ait eu la même idée que vous, monsieur Bell. Il avait même calculé les franges d'interférence. Je n'en attendais pas moins de lui. Il y avait réfléchi très sérieusement. De quoi parlez-vous, bon sang? Qu'est-ce qu'une frange d'interférence? Quand des ondes interagissent, elles vont soit s'amplifier, soit s'annuler, créant ainsi des nœuds de grande ou de faible amplitude. C'est vraiment beau, toute cette géométrie. Ça expliquerait les effets ressentis par les passants qui étaient devant le bureau quand monsieur Meissner a succombé. Il se trouvait sur des nœuds différents. Ah, ça paraît logique. Oh, vous avez trouvé un film. C'est Klaus Meissner. Il semblerait qu'il va se livrer à une expérience. Il cherche peut-être à tester ses théories. Qui est cet homme? C'est l'assistant de Meissner, Rupert Lamar. Vous savez où il est? Nous sommes à sa recherche. Nom de Dieu. Vous pouvez exploser? À l'évidence, la longueur d'onde émise est entrée en résonance avec la fréquence de la pastèque. Un peu comme la voix d'une soprano qui briserait un verre en cristal. Et selon vous, quelle serait la fréquence de résonance du corps humain? Différents organes et autres matières auraient différentes fréquences naturelles, mais d'après ce que nous avons vu, j'imagine qu'elles seraient de l'ordre de l'infrason. Comment Meissner a-t-il pu être visé? Pour que plusieurs formes d'ondes convergent en un même point, il faudrait définir, avec une extrême précision, à la fois le lieu et l'horaire de l'attaque. Comment aurait-on pu être sûr qu'il se placerait exactement au bon endroit, au bon moment? Comme vous dites, à quelques centimètres près, les effets auraient été tout autres. Et attendez,
il était précisément au bon endroit et au bon moment. Il était au téléphone. Mais bien sûr, ceux qui ont déclenché les appareils étaient certainement au téléphone avec lui à ce moment-là. Par quel hasard? Il les aurait appelés? Ou c'est lui que l'on a appelé. On a retrouvé cette note dans la poche de Monsieur Meissner, l'homme qui est mort ce matin. Oui, je m'en souviens. Téléphone numéro 8 à 10h15. C'est ça, oui. Est-ce que vous pourriez me dire qui était à l'autre bout de la ligne? Ou tout du moins, si l'appel a été passé ou alors reçu? Je peux faire mieux que ça. L'appel venait du FP 412, d'un dénommé Grant Taylor. Comment avez-vous... Monsieur Meissner attendait un appel dans la cabine 8 et voulait savoir qui serait en ligne, donc je l'ai noté. Monsieur Taylor, comment avez-vous pu être le témoin de la mort de Monsieur Meissner et être au même moment en train de l'appeler depuis un téléphone situé à 3 rues de là? Je n'ai rien à vous dire. Oh, allons, Monsieur Taylor. C'est votre appel qui a conduit à sa mort. Vous risquez la pendaison. Je n'ai rien à vous dire. Mettez-le en cellule. Nous savons donc que ces ondes ont convergé vers le bureau du télégraphe, ici. Ce qui veut dire que les émetteurs ont été disposés le long de ces lignes concentriques? Quelle distance les sépare? 26 mètres, ce qui correspond à 13 cycles par seconde. Allons inspecter le voisinage. Qu'est-ce qui m'arrive? Oh, reculons, dépêchons-nous. Nous sommes la cible d'une attaque. Ce n'est pas très violent. Nous devons nous trouver dans un nœud, mais ce n'est pas nous qui sommes visés. Les cellules. Je ne comprends pas. Si les émetteurs étaient disposés le long de ces lignes, dans le but de converger vers le bureau du télégraphe, ici, comment est-ce possible qu'ils aient convergé vers notre poste de police une rue plus loin? Ils auraient pu déplacer chacun des émetteurs? Non, ce serait impossible à faire en si peu de temps. Monsieur Taylor n'était dans l'enceinte du poste que depuis 15 minutes. Peut-être nos suppositions étaient-elles erronées. Les émetteurs ne peuvent fonctionner qu'à une certaine distance, c'est exact. Exact. Et ils peuvent pivoter sur leurs pieds dans n'importe quel sens. Mais pour qu'ils soient efficaces, il faut que leurs pics d'amplitude convergent en un même point. Et donc, si chaque émetteur était disposé en direction d'une cible précise et émettait une longueur d'onde précise aussi, alors il pourrait viser n'importe qui à sa portée. Il aurait fallu recalibrer les émetteurs très rapidement. Ils doivent forcément être paramétrés pour communiquer entre eux sans fil. Rupert Lamar. L'assistant de Meissner est un expert en transmission sans fil. Mais ça n'a pas de sens. Lamar voyait Meissner comme un père. Pourquoi tuerait-il son mentor? Et comment savait-il que Taylor était ici en cellule? À moins qu'il ait lui-même déclenché le dispositif. Ou alors il n'était qu'un simple pion. Mais celui de qui? Inspecteur, les ondes sonores activent mon enregistreur dès l'instant qu'une vibration dépasse un certain seuil. Vous pensez que l'attaque a été enregistrée? Messieurs, nous avons de la chance. Nous devrions pouvoir déterminer comment les émetteurs sont disposés en observant l'amplitude relative et la fréquence. Eureka! Je ferais mieux de me mettre au travail. Merci. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant sur un des doigts de Monsieur Taylor. Un tatouage. Il était caché par sa bague. Nous avons déjà vu ce symbole. Oui, sur un autre homme. Il y a 3 semaines, nous avons découvert l'existence d'un noyau d'agents corrompus surnommé les Soldats de Columbia. Ils sont commandés par un ex-membre de nos services. Vous le connaissez sous le nom d'Alan Clegg. Clegg? C'est impossible, il est mort. Nous en avons vu la preuve ensemble. Est-ce la preuve qu'on vous a montrée? Son tatouage était identique à celui-ci.
Mais il est impossible qu'Alan Clegg ait survécu à la rage et à son plongeon dans les chutes du Niagara. Les soldats de Columbia comptent plus d'un homme. Souvenez-vous, nous avons trouvé le même tatouage sur la main de l'agent Morris. C'est effectivement leur symbole. Ils ont déjà clairement fait part de leurs intentions. Ils veulent que les États-Unis annexent le Canada. Et quelle meilleure provocation que l'assassinat du président des États-Unis sur le sol canadien par le biais d'une arme secrète développée par notre contre-espionnage. Nous devons parler au Premier ministre, Laurier. Et vous êtes sûr que Taft est la cible? Et tout ce dont nous sommes sûrs, c'est que les soldats de Columbia sont impliqués. Cette mauvaise nouvelle ne pouvait pas tomber plus mal. Nous devons annuler la visite, monsieur. Mais il est trop tard pour ça. Ils sont déjà descendus du train et seront là d'une minute à l'autre. Dans ce cas, nous les informerons dès leur arrivée. Non, à quoi bon? Ne m'avez-vous pas dit que ces dispositifs pouvaient viser n'importe qui, n'importe où? Pas exactement, monsieur. Chaque émetteur doit être individuellement recalibré pour chaque lieu d'attaque, ce qui prend du temps. Dans ce cas, tant que Taft bougera, il ne craindra rien. Monsieur... Non, vous avez vu leur réaction avec le Mexique. Réfléchissez aux répercussions pour le Canada si ce complot était révélé au grand jour. N'oubliez pas que nous avons plus besoin de ce traité commercial que les Américains. Le président Taft va arriver. Cet entretien durera moins d'1 heure, puis nous passerons au cocktail. Nous le ferons bouger sans cesse. Mais il va vouloir s'asseoir. Alors on changera de fauteuil. Et je resterai près de lui tout le temps. S'il meurt, je meurs aussi. En attendant, trouvez ces satanés émetteurs. Oui, monsieur. Bien, monsieur. Bien, messieurs, rappelez-vous les instructions. Personne ne doit approcher le président. Je préviens l'inspecteur. Je vais voir si monsieur Bell a progressé. Laissez-moi passer. Je ne peux pas, monsieur. Oh, non. Thomas. Bon sang, Evans, laissez-le passer. Bon, on a un problème. Attention à la marche, monsieur. Vous avez mal au dos? C'est surtout mon nez qui souffre. Ce sont les abattoirs au sud de la ville. Combien faut-il de porcs pour générer une puanteur pareille? Des milliers, à ce qu'il paraît, monsieur. C'est un peuple travailleur, Weston, mais il manque vraiment de manières. On va poursuivre la visite? Laurier ne veut pas répéter ce qui s'est passé au Mexique. Mais que s'est-il passé au Mexique? Un homme a été arrêté à 3 mètres de Taft et de Diaz avec un pistolet de paume. Oh, c'est pas bon, ça. Il y a eu plus de peur que de mal. Personne n'a attenté à sa vie, mais vous vous en doutez, les Américains ont tourné ça à leur avantage. Du nouveau, monsieur Bell? Comme vous le savez, je comptais trouver l'origine de la source à partir de l'amplitude et des fréquences. Et? C'est impossible. Je dirais même fichtrement impossible. J'étais prêt à jeter l'éponge quand j'ai découvert ceci. Ça commence exactement 3 minutes avant l'attaque. Chaque impulsion est distante d'1 seconde et chaque longueur d'onde est unique. Les émetteurs se déclenchent dans un ordre précis. Si je ne m'abuse, nous voyons là la première vague, et ça, c'est la seconde phase. Oui, vous avez raison. Ils sont disposés en ligne droite. Diantre. Mais oui, 2 lignes disposées à angle droit l'une de l'autre. C'est ça. Si ici nous avons le poste de police... Bien sûr. Quelle est la plus grande longueur d'onde 13,2. De longueur d'onde, 52 mètres. Donc, si on prend la direction du bureau du télégraphe... 52 mètres plus loin... Nous arrivons à l'intersection de Sumac et Queen Street. Et la plus courte longueur est de 30 mètres. Du nouveau? On a découvert que les émetteurs sont disposés sur 2 lignes qui se croisent à cet angle de rue. 30 mètres, ça nous amène à l'angle ouest de l'hôtel Dominion. Où se trouvent Taft et Laurier? Les émetteurs pourraient être cachés au sein de l'hôtel. Nous n'avons sécurisé que les 2 derniers étages. Les soldats de Columbia pourraient avoir loué le reste des chambres. D'accord. Monsieur Bell, continuez vos calculs, je vous prie. Henry, venez avec nous.
Vérifiez le sous-sol. Je commence par le rez-de-chaussée. Murdoch? J'arrive tout de suite. Assis. Alan Clegg. Bonjour. Inspecteur. Je dois avouer que c'est un réel plaisir de vous voir. Oh, pourquoi ça? Parce que tant que vous êtes ici, vous êtes sous mon contrôle. Nous n'avons plus à craindre que vous nous trouviez. Et vous devriez également vous réjouir parce que vous allez être aux premières loges pour assister à un moment historique. Et qu'est-ce qui le rend historique? Votre échec? Qu'on vous arrête? Qu'on vous exécute? J'avais oublié quel homme charmant et délicat vous êtes, inspecteur. Oui, il va y avoir une exécution, celle du président Taft, bien sûr, mais aussi la vôtre. Je crains malheureusement que ce soit une nécessité, mais je tenais à vous dire que je n'éprouve aucune rancœur à votre égard et que cela n'a rien de personnel. Nous savons tout de votre arme secrète. Nous en connaissons les limites. Vous pouvez viser un point précis, mais pas une cible en mouvement. Eh bien, le président Taft est doté d'un certain embonpoint. Que comptez-vous faire? Imaginez-vous le garder constamment en mouvement pendant presque une heure? Pas constamment, non. Chaque fois qu'il bouge, vous devez ajuster un par un vos émetteurs. Ce qui signifie 78 mesures, 78 calculs et 78 commandes. Il n'y a qu'une seule mesure. Répétez 78 fois. Ils sont disposés en ligne droite à équidistance. La même fonction s'applique à tous. Paramétrer chaque émetteur ne prend que quelques minutes. Je sais. Nous avons enregistré vos transmissions test. Je connais la longueur d'onde exacte de chacun de vos émetteurs. Vous n'avez aucune idée de la direction et aucune idée de l'onde. J'ai su où vous trouver. Et pourtant, regardez-vous. Vous êtes seul. Qui d'autre que vous, parmi tous vos collègues, pourrait nous découvrir? Peut-être bien le fameux Alexander Graham Bell qui est en train de faire les calculs en ce moment même. Allez au tunnel et restez-y. Si quelqu'un se montre, tranchez-lui la gorge. Monsieur le Président, je pense que vous serez installé plus confortablement dans la bergère. Elles sont fabriquées à Toronto même. Vous comptez m'en faire la promotion? Je suis là pour promouvoir tout ce que le Canada a offert. Il a changé de fauteuil. Qu'en pensez-vous? Pourquoi? Le dossier de celui-là est plus haut. Je sais ce que c'est, les problèmes de dos. L'âge. Je n'aime pas les surprises. Je tiens à être prévenu. Ah. Vous avez trouvé les émetteurs? Non. Ils ne sont pas à l'hôtel. Et à la brasserie voisine non plus. On a même vérifié les barriques. Je ne comprends pas. Si j'en crois à mes calculs, ils se trouvent dans les environs immédiats de cet angle de rue. Où est l'inspecteur Murdoch? Qu'allez-vous gagner dans tout ça? Vous devez savoir ce que veulent les soldats de Columbia. Je soutiens leur cause. Vous êtes Canadien? Le Canada n'est qu'un enfant triste
L'obliger d'une mère indifférente qui demande obéissance mais ne donne rien en retour. Je préférerais être américain. Au point d'accepter de tuer des gens pour eux? La guerre a son lot de victimes. C'est le prix pour être libre. Ce n'est pas comme si je les connaissais personnellement. Vous connaissiez Klaus Meichner? Klaus est mort? C'est votre première victime. Vous deviez le laisser tranquille. Il avait découvert notre plan. C'était une nécessité. On avait conclu un arrangement. Et j'ai changé cet arrangement. Je m'en vais, c'est terminé. Asseyez-vous. Comportez-vous en homme, oubliez votre chagrin et faites votre boulot. Est-ce que les émetteurs sont prêts? Ils doivent être recalibrés. Pourquoi? La température a augmenté. Ça affecte la densité de l'air, ce qui affecte la longueur d'onde. Alors vous feriez bien de vous y mettre. Parce qu'à 17h pile, soit c'est Taft qui meurt, soit c'est vous. Aidez-moi à empêcher ça. Si on échoue, il me tuera. Si on y arrive, je serai arrêté pour meurtre. Dans les deux cas, je ne m'en sortirai pas. Quand l'avez-vous vu en dernier? C'était avant qu'on fouille l'hôtel. Je ne crois pas qu'il y soit entré. Comme je le disais, selon mes calculs, les émetteurs sont disposés le long du périmètre de l'hôtel. Ils ne sont pas là-bas. On a regardé. Pourrait-il être enterré dans le sol? Ils ne sont pas enterrés. Ils sont dans les égouts. Une nouvelle attaque? Non, c'est le calibrage qui la précède. La prochaine attaque commencera dans exactement 3 minutes. Monsieur le Président, je vous remercie pour l'attention généreuse que vous avez apportée à nos intérêts. Vous voulez encore que je change de place? Je sais que votre temps est précieux, je ne voudrais pas l'accaparer plus que nécessaire. Vous voulez certainement prendre congé? Aucunement. Ma femme doit m'appeler ici à 17h. Les arrangements ont été pris. Oui, monsieur. Dans ce cas, je vais continuer de reposer mon dos. Je rejoins Taft. Vous deux essayez de désactiver les émetteurs. On y va! Les émetteurs sont prêts? Je suis en train de terminer. Bien. C'est moi qui passe l'appel. Ah. J'aimerais voir sa tête quand il entendra ma voix et non celle de sa femme. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, nous tournons le plus d'émetteurs possible en 60 secondes. Allô, opératrice. Mettez-moi en relation avec l'hôtel Dominion. Suite 401. Oui. Oh, quelle histoire. C'est incroyable. Comme vous dites. Allô? L'heure a sonné. Monsieur le Président, la première dame est en ligne. Ah, toujours ponctuel. Non, non, non! Arrêtez! Il est beaucoup trop tard. Allô, très cher. Au revoir, Monsieur le Président. Qui est-ce? Le téléphone! Oh! Monsieur le Président! Monsieur le Président! Vous allez bien? Bon sang! Qu'est-ce qui vous
vous a pris? Mais enfin, je viens de lui sauver la vie. Mes excuses les plus sincères, monsieur. Il a vu mon arme et il ignorait que j'appartenais au service secret. Je vous assure que je n'ai jamais rencontré cet homme. Mais mon dos? Il vous a fait mal, monsieur? C'est tout le contraire. Je pense qu'il m'a guéri. Oh. Oh. Je vous ai sauvé la vie. Et celle du président des États-Unis. J'en suis tout à fait conscient. Je ne manquerai pas de le signaler au procureur. Mais vous n'espérez tout de même pas qu'il n'y aura aucune conséquence. Je me demande ce qui s'est passé avec l'appel de ma femme. Sans doute un problème de connexion. Nous réessaierons une fois à Kingston. Oh, elle se couche toujours à 21h. On ne sera pas encore arrivé. Mon dos vous remercie, monsieur Laurier. Je vais réfléchir à votre projet. J'attends votre réponse. Oh, monsieur Weston, un moment, je vous prie. Je n'ai pas le temps. Je crains qu'ils ne doivent partir sans vous. Que faites-vous, Murdoch? Il travaillait avec Clegg. J'étais là quand il a passé l'appel. C'est bien vous qui avez répondu? Docteur Ogden? Inspecteur? Madame Hart, pardonnez notre intrusion, j'ai appris la nouvelle et il fallait que je voie ça de mes propres yeux. Nous avons un passé commun avec l'agent Clegg qui est ici. Il m'a inoculé la rage. Ça ne risque pas de se reproduire de sitôt. Il semblerait qu'il ait déjà subi une autopsie. C'est ce qu'il a voulu faire croire. Cette fois, ce sera la bonne.